Suffit-il de supprimer les chefs pour supprimer les abus de pouvoir? Bonjour et bienvenue dans le podcast Un avenir désirable, le potentiel des humains. Le podcast qui permet de comprendre comment nous pouvons aller bien dans un monde qui va mal. Nous vivons dans un monde qui nous fait souffrir et c'est en prenant conscience précisément de ce qui nous met en difficulté que nous pouvons nous en protéger. En écoutant nos exigences fondamentales de sens, de justice, de paix et d'amour, nous prenons soin de nous et des autres. Et ça pourrait même changer le monde. Nous sommes Gilles et Anne. Bonjour. Nous avons mené une réflexion sur la société parce que nous étions inquiets de l'augmentation de l'agressivité dans les relations. Nous avons voulu en comprendre les raisons et aussi chercher comment nous pourrions contribuer à sa diminution. L'épisode précédent a été consacré aux organisations pyramidales. Nous y avons vu que les comportements sous-tendus par le trop d'ego donnent lieu à des abus de pouvoir à tous les échelons de l'organisation, même les plus bas. Et nous avons vu aussi que le trop d'ego est de plus en plus fréquent à mesure qu'on monte dans la hiérarchie. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux organisations horizontales, en tant qu'elles sont une alternative pour échapper aux abus de pouvoir. Nous avons le plaisir d'accueillir pour cela Maël. Bonjour. Il témoignera de son expérience au sein d'une organisation horizontale. Nous avons animé avec lui un cercle de parole sur ce thème en 2022. Merci à toi Maël d'avoir accepté notre invitation et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais présenter à nos auditeurs l'organisation dans laquelle tu es engagé? Yes. Donc du coup, moi, je fais partie du groupe Extinction Rébellion, qu'on appelle souvent XR en abrégé. C'est un mouvement de désobéissance civile non violente qui est né en 2018, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en Angleterre, et qui s'est rapidement répandu un peu partout dans le monde. Donc moi, je fais partie du groupe local de Poitiers depuis 4 ans maintenant. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi Extinction? Ça fait référence à la 6e extinction qui est en cours pour beaucoup de spécialistes qui s'intéressent aux écosystèmes. Et donc, cette extinction, elle est de cause humaine. Et donc, rébellion parce que on se bat contre cette extinction qui est en cours. Au travers de la désobéissance civile, on fait des actions qui ciblent différents sujets comme l'agriculture, les énergies et le social. Le mot rébellion, si tu veux, c'était un peu comme un repoussoir pour moi. Et c'est vrai qu'heureusement qu'on t'a rencontré et puis qu'on a travaillé ensemble pour préparer le week-end Alternatiba et ce cercle de parole parce que ça m'a permis de me décoller de cette a priori que j'avais, que ça pouvait être violent, quoi. La violence et la non-violence, c'est un sujet qui est très épineux et qui est très très intéressant, qu'on aborde souvent à XR, notamment au cours de réunions ou de formations à la désobéissance civile. En fait, on se revendique non-violent, mais en même temps, on est bien conscient que la non-violence n'existe pas. Il faut se placer sur un curseur en se disant ça c'est, disons, c'est pas trop violent, mais en même temps, c'est suffisamment efficace pour avoir un impact. Donc, par exemple, une action qui est symbolique. Je prends un exemple, on répand du faux sang sur les marches d'un palais de justice. Ça peut être perçu comme violent par des personnes qui ont peur à la vue du sang ou par la symbolique, etc. Mais c'est suffisamment non violent parce que on ne frappe pas les gens, par exemple. C'est suffisamment non violent pour que ce soit perçu par le grand public comme un sujet auquel ils vont être à l'écoute, quoi. On insiste sur le fait que à XR, France en tout cas, on est suffisamment privilégié pour pouvoir faire de nos mouvements des mouvements qui sont non violents et rester assez efficaces. Il y a des gens qui n'ont pas ces privilèges-là, il y a des gens qui sont forcés à être violents. Moi, j'ai envie de rebondir sur le cercle de la violence, dont on a déjà parlé dans les autres épisodes. Oui. On a conscience que de toute façon, que dans la violence, il n'y a pas de solution. C'est un échec. Oui, c'est un échec. Quand on en arrive à devoir être violent, c'est parce qu'il y a eu un échec ou qu'il y a eu une violence en amont, institutionnelle ou systémique, qui persiste et que ça peut déclencher une violence physique réactionnelle, quoi. Du coup, ça me fait réagir. Quand tu dis c'est un échec, pour moi, du coup, ça veut dire que notre société à l'heure actuelle est un échec complet parce qu'il y a de la violence partout, effectivement. Et donc, comment on réagit face à ça? Comment on résiste face à ça? Est-ce qu'on est violent en retour? Est-ce qu'on essaie d'utiliser d'autres moyens d'action? Une violence symbolique. C'est ça, par exemple.
Maël, concrètement, donc votre groupe est organisé comment? Donc à XR Poitiers et dans d'autres groupes locaux de France et d'ailleurs, on a décidé de mettre en place un fonctionnement qui se veut le plus horizontal possible et ce via des outils concrets. On appelle ça la SAO, donc système d'auto-organisation. On n'a rien inventé à XR Poitiers, on se sert d'outils qui nous sont fournis par le national et qui sont très très bien fournis. Et eux-mêmes, Extinction Rebellion, se sont évidemment inspirés de plein d'autres personnes qui ont réfléchi à la question avant eux. Et donc en fait là concrètement, on a défini des rôles à XR Poitiers, des rôles qui nous paraissaient indispensables au fonctionnement du groupe. On en a 6 de mémoire, je vais pas tous vous les citer, mais il y a par exemple une personne qui s'occupe de la comptabilité, il y a 2 personnes qui sont ange gardien, ange gardienne. Le rôle de ange gardien, ange gardienne, ça va être de veiller au bien-être du groupe, de manière générale au jour le jour. Elles ont aussi des missions ponctuelles qui vont être de organiser des temps, on va dire des temps conviviaux pour créer des liens au sein du groupe. Et puis elles vont être chargées de résoudre les conflits s'il y en a. Voilà, on a d'autres rôles comme la coordination, c'est encore un binôme. Et en fait, c'est ce qui est important là-dedans, c'est que les rôles non seulement ils tournent très fréquemment, 2 fois par an, ça change de personne. On n'a pas le droit de prendre 2 fois de suite le même rôle, on ne peut pas être réélu 2 fois de suite. Et en fait, on a des élections qui sont sans candidates. Donc ça veut dire que tous les 6 mois, pour les 6 rôles qui sont à pourvoir, on va pouvoir donner 2 prénoms de personnes qu'on pense être bien faites pour ce rôle. Et puis, à la fin des votes, on donne les résultats et on propose aux gens, tu as été élu pour tel rôle, est-ce que tu veux bien le prendre? C'est hyper intéressant parce que ça permet d'inclure beaucoup plus facilement les gens qui ont tendance à se mettre en retrait naturellement. Souvent, il y a des personnes qui se disent « Ah, j'ai été surprise, je me voyais pas dans ce rôle-là, je me sens pas forcément compétente ou légitime », mais du coup, qui s'en sortent à merveille et ouais, se sentent légitimes parce que le groupe les a Qui se choisis comme ça. découvrent du coup. Complètement, c'est ça. Et Intéressant, ouais. il y a pas quelqu'un qui va pouvoir dire à tout le groupe j'ai envie d'être coordinateur. En fait, ça se passe pas comme ça parce que si on dit ça va influencer les gens en fait. Donc là, c'est complètement neutre en fait. D'accord. En tout cas, le plus possible. On a un fonctionnement qui est fait pour, pareil, égaliser les rapports de pouvoir le plus possible. Des exemples en réunion, on désigne toujours une personne qui va faciliter la réunion, c'est jamais 2 fois la même. Et donc on a des codes de prise de parole pour distribuer la parole. On a des modes de décision par consentement qui permettent de donner le pouvoir à des gens qui ont habituellement pas l'instinct de s'en emparer. Le mode de consentement, Ouais. moi je vais rebondir dessus. Pour vous, chers auditeurs, si vous savez pas ce que c'est, je peux parler de ce que j'ai expérimenté. À un moment donné, à Poitiers, pour la monnaie locale, il a fallu choisir le logo de la monnaie locale. Et ils avaient organisé justement une prise de décision par consentement. Donc on était une douzaine de personnes assis en rond. Et il y a eu un animateur qui nous a donné des consignes de départ, c'est-à-dire la consigne de départ déjà, c'est vous mettez votre ego dans votre poche et on va vous proposer une série de questions pour amener au choix du logo. Des fois, c'est des questions qui demandent juste une réponse par oui ou par non. Et puis parfois, c'est des réponses plus argumentées. Je me souviens, il y avait des logos qui étaient mis au milieu du cercle et il fallait dire si on avait une objection pour tel logo, par exemple. Alors, premier tour du cercle pour savoir qui a une objection. Alors, ils appellent ça une objection majeure. Ça veut dire quelque chose qui vraiment va venir en contradiction avec l'objectif de la monnaie locale. Donc, on repère comme ça déjà qui a une objection majeure. Ensuite, on refait un tour pour donner la parole à chaque personne qui a une objection majeure. Elle l'exprime. Et c'est comme ça, par exemple, qu'il y a un logo qui a été écarté parce qu'il y avait une personne qui avait dit que il pouvait ressembler quand même à un diamant et que donc pour une monnaie locale, c'était pas approprié. Voilà. Là, il nous avait dit, bon, voilà, on a une demi-heure, 3/4 d'heure maximum pour choisir un logo. Et effectivement, on avait choisi un logo. C'est un mode de décision qui permet à tout le monde de s'exprimer. C'est chouette, quoi. Donc, c'est pas étonnant que vous, à XR, vous utilisiez ce mode de prise de décision.
Bah, ouais, je suis d'accord, c'est vraiment un super outil. On l'utilise pas, pour, absolument toutes les décisions qu'on prend parce qu'effectivement, ça prend du temps quand même. Donc si c'est pour, on va dire, fixer la date de la prochaine réunion, de la prochaine action, machin, évidemment, ça se fait, à main levée et cetera. Mais c'est vraiment utile quand, il y a des prises de position fortes à prendre. Ça nous a déjà sauvés, plusieurs fois, quoi. Après, plutôt au niveau individuel, donc du coup, désaccord, conflit, là ça va plutôt être les anges gardiennes qui vont s'en occuper. Ils et elles ont plusieurs outils, dont un qui s'appelle la brique. Pourquoi ça s'appelle la brique? Parce que symboliquement, c'est à la fois un pavé qu'on jette dans la mare et à la fois un truc dont on se sert pour construire quelque chose, quoi. Ah oui, d'accord. Et donc du coup, la brique, comment ça fonctionne? Si quelqu'un a vraiment un problème avec une personne dans le groupe, elle en informe les anges gardiens. Les anges gardiens vont en parler publiquement à la prochaine plénière, sans nommer les personnes, mais elles vont dire voilà, on a un problème dans le groupe. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent en parler? Évidemment, faut que ce soit fait de manière bienveillante. Le mieux, c'est que les langues se délient. Effectivement, les gens se sentent à l'aise pour pouvoir aborder le sujet, etc. Si personne se sent à l'aise pour le faire, dans ce cas-là, les anges gardiens, anges gardiennes vont aller voir les personnes précises que ça concerne, en parler en tête à tête et essayer de trouver un accord entre ces personnes, etc. Heureusement, ça nous est peu arrivé, mais c'est hyper important d'avoir ça. C'est un peu un filet de sécurité. Enfin, je pense que c'est un peu rassurant de savoir qu'on a des trucs comme ça à notre disposition, quoi. Je me souviens, Maëlle, tu nous avais dit en préparant l'émission, «Ah je suis content, j'avais pas trop de temps à consacrer à Excel, depuis quelque temps là, mais là je peux reprendre, c'est super». Ça fait référence au fait qu'on s'engage dans un groupe, mais à côté, il y a quand même la vie, ses aléas, le travail et cetera et donc comment vous gérez ça dans votre groupe? Yes, donc c'est un sujet hyper important, globalement dans le militantisme, effectivement, l'épuisement, et cetera. Il y a un des principes fondamentaux d'XR, c'est nous voulons une culture régénératrice. Donc ils appellent ça comme ça, culture régénératrice ou culture RG. C'est le fait de prendre soin de soi et du groupe dans lequel on milite. Donc effectivement, essayer de pas s'épuiser, de s'écouter, c'est primordial. C'est hyper fréquent de trouver des gens qui étaient présents pendant 2 ans dans le groupe et puis qui s'effacent en fait parce que plus le temps, etc. machin. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est réussir à pouvoir se mettre en retrait avant qu'on soit épuisé en fait. Il y a beaucoup d'outils encore une fois dans la culture régé qui permettent de faire ça. C'est notamment organiser des moments conviviaux. Qui sont pas organisationnels, donc on organise des apéros et des sorties qui sont pas militantes, etc. Ça permet d'écouter les uns et les autres, ça permet d'entendre quelqu'un qui dit j'en peux plus, j'ai trop de boulot, ou je suis déprimé, et du coup ça permet de comprendre derrière si on était dans une coordination, on était en train d'organiser une grosse action, on a parlé à la personne avant, on sait qu'elle est épuisée, donc on va se dire ok, on va se réorganiser pour faire sans elle, quoi. C'est aussi, il y a le mot culture parce que c'est pas que dans des outils, c'est un esprit qu'il faut essayer d'avoir de non-exigence en fait. Parce que le milieu militant, il est hyper exigeant et parfois aussi exigeant que le milieu professionnel où on a énormément de pression, etc. Et du coup, d'avoir ça en tête et d'essayer de pas se mettre la pression en fait, d'essayer de se dire c'est pas grave si on foire une action, c'est pas grave si on fait mal la communication, etc. Ça pour moi, c'est une culture qu'il faut qu'on ait dans nos groupes, de se relâcher quoi. C'est clair que les enjeux sont hyper forts, nous dépassent quoi. Donc, si on n'arrive pas à aller au bout de nos projets, c'est pas un drame. De toute façon, ça changera pas la face du monde. C'est une course sur le long terme, c'est pas un sprint. Et le plus important, c'est de se préserver. Ce qu'on constate beaucoup, c'est que en fait, les gens arrivent dans le groupe par conviction, peut-être écologique ou parce qu'ils veulent défendre la cause palestinienne et autres. Pour moi, ils restent dans le groupe majoritairement parce qu'ils s'y sentent bien et ensuite parce qu'ils peuvent y poursuivre les causes qui leur sont justes.
L'accueil des nouvelles personnes dans le groupe XR Poitiers a évolué donc au fil du temps. Au début, ça se faisait de manière naturelle, informelle, peu structurée. Et puis, on a décidé de faire évoluer ça vers un truc plus structuré avec des règles qui sont les mêmes pour tout le monde. Et c'est notamment un avantage parce que ça permet de retirer l'aspect subjectif de l'intégration d'une personne. Il peut y avoir des affinités qui se créent entre, mettons en manif, il y a une nouvelle personne qui arrive vers quelqu'un qui porte un drapeau XR en lui disant j'ai envie d'intégrer le groupe. Si ça matche pas, en fait la personne n'arrivait pas à intégrer le groupe et donc ça c'est un gros problème. Maintenant, en posant des règles qui sont les mêmes pour tout le monde, ça permet d'être plus juste dans l'intégration des gens. Quand on dit aux gens voilà comment ça va se passer votre intégration, ils sont là. Ok, en même temps ça me saoule peut-être parce que j'ai peur que ça mette trop de temps, mais en même temps ça me rassure parce que ça veut dire que vous n'êtes pas aveugle, vous n'êtes pas inconscient dans les personnes que vous acceptez dans le groupe parce qu'on fait des trucs qui sont quand même illégaux. Ce que je peux dire, c'est qu'on est malheureusement parasité par la répression, le climat de répression dans lequel on baigne en tant que militants qui faisons de la désobéissance civile. On est obligé de se structurer et le danger des structures qu'on essaie de mettre en place pour se protéger, c'est de tomber dans une non-inclusivité, quoi. Et donc pour moi, le challenge, c'est de réussir à trouver le juste milieu là-dedans. Merci Maël pour ces informations sur votre mode de fonctionnement. Maintenant, ce que nous voudrions savoir, c'est si toute nouvelle personne arrive à s'intégrer dans cette organisation. Ou est-ce qu'il y en a qui n'y arrivent pas? Oui, malheureusement, il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'intégrer dans cette organisation horizontale. L'avantage, c'est que naturellement, les personnes qui arrivent avec ce que vous appelez souvent le trop d'ego, finalement, elles vont se retirer un peu d'elles-mêmes parce que elles vont pas trouver ce qu'elles recherchent dans le groupe. Je pense qu'il y a des gens qui intègrent un groupe en recherchant une prise de pouvoir, une prise de position assez forte, une grosse reconnaissance, etc. Et en fait, il y a de la reconnaissance chez XR, évidemment, chez tous les groupes qui se portent bien, il y en a. Mais en fait, les gens qui sont trop en déséquilibre, je pense qu'ils trouvent pas ce qu'ils cherchent et se retirent d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Pour les personnes qui se retirent pas d'elles-mêmes, du coup, on a recours à ce que je disais tout à l'heure avec les outils que les anges gardiens ont. Ça coûte du temps au groupe, ça c'est sûr, parce qu'il faut essayer de réussir à soit les inclure, trouver une solution pour que finalement ça se passe bien avec elles, soit trouver la manière de dire bon on a tout essayé et ça fonctionne pas, donc je pense que tu peux pas rester, quoi. On n'a pas du tout envie de dire à quelqu'un casse-toi, on t'aime pas, quoi. Ce qu'on a envie de dire c'est on est vraiment désolé, on essaye, mais ça marche pas, donc désolé, quoi. Ça nous coûte du temps et de l'énergie de fonctionner de manière la plus horizontale possible et d'intégrer au mieux les gens. Ça nous coûte du temps, mais en même temps, sur la longueur, ça paye parce que les gens se sentent mieux, quoi. Et donc voilà. Nous, dans nos réflexions, on avait identifié un scénario qui se produit parfois quand il y a un groupe qui fonctionne bien de façon horizontale et dans l'apparentement, on va dire, pour utiliser nos concepts. Quand il arrive une personne qui est dans le trop d'ego, alors vraiment ancrée dans le trop d'ego de façon assez importante, eh bien au début, ça va quand même bien se passer parce que la personne, elle cherche à s'intégrer. Et puis progressivement, il y a des tensions qui apparaissent dans le groupe et nous, ce qu'on a identifié comme scénario, c'est que la personne, au bout d'un certain temps, elle jette son dévolu sur un membre du groupe. Et puis, elle lui dit que vraiment, ce qu'il fait, c'est super, que vraiment, c'est mieux que ce que font les autres, ou alors qu'elle en fait plus. Et là, une petite hiérarchie qui apparaît. Et si le membre du groupe en question tombe dans le piège du trop d'ego, et puis commence à lui penser aussi comme ça, à se dire, c'est vrai que j'en fais beaucoup quand même, etc. Et machin, il en fait moins, qu'est-ce qu'il fait lui, voilà. Il y a effectivement des tensions qui apparaissent, et comme ça s'est fait progressivement et de façon souterraine, parce que flatter l'autre, ça se fait pas publiquement, il y a des tensions qui apparaissent et le groupe sait pas trop pourquoi. En fin de compte, il faut remonter et comprendre que il y a eu une mise en œuvre souterraine, on va dire, du trop d'ego, quoi. En fait, ça me fait dire que tout le monde se bataille avec son propre ego. Enfin, je pense. Oui. En tout cas, moi, c'est le cas. Et s'il y a un cadre qui est posé, ça nous permet de constamment nous raccrocher à ce truc-là pour pas partir dans les biais que tu viens de citer.
C'est sûr que ça serait un peu dangereux de dire attention, nous on a un groupe qui est super, une super structure, donc nous on est tous parfaits. Il y a des gens qui ont de l'ego qui arrivent et c'est pas le cas en fait. Ouais. On est Oui, tout le temps en train de se repositionner, etc. Et c'est génial d'avoir ce filet de sécurité quoi qui nous rattrape à chaque fois qu'on commence Oui. à partir dans on a organisé une grosse cordo et du coup les gens disent ah t'as bien travaillé etc machin oui effectivement mais bon la prochaine fois ce sera pas moi qui l'organiserai C'est de la parce que ça tourne c'est de reconnaissance normale. Ouais. D'accord, effectivement, on est tous confrontés à notre ego, qui peut hop, et donc ça c'est jamais fini, puis c'est toute la vie. Quand on parle d'une personne qui est dans le trop d'ego, c'est vraiment ancré dans le trop d'ego. C'est pas que de temps en temps elle a un petit peu de trop d'ego qui apparaît, c'est qu'elle est ancrée dans le trop d'ego et ça c'est pas marqué sur son front, ça se voit pas. Et l'exemple que je te donnais tout à l'heure, c'était ça. Il y en a pas tant que ça en fait. Au début de notre réflexion, on avait l'impression qu'il y en avait beaucoup, et en fin de compte, on s'est rendu compte que non. Bien sûr, il y a des manifestations de l'ego partout, tout le temps, mais des personnes qui sont vraiment accros à l'ego, accros à la jouissance de la tension que ça crée dans les relations, ça, il y en a pas tant que ça, en fait. Et heureusement. Ça, c'est rassurant. Est-ce que tu te souviens donc du cercle de parole que nous avons animé ensemble au Week-end Alternativa de Poitiers en 2022? Et qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Donc ouais, ça fait 3 ans, j'ai pas une très bonne mémoire, mais j'en ai un très bon souvenir déjà parce que c'est là où on s'est rencontrés. C'était très intéressant de bosser sur ce sujet. Le groupe de Poitiers, nous, on avait à peine 2 ans d'expérience de l'auto-organisation structurée, on va dire. Donc moi, dans ce débat, j'avais une posture complètement d'écoute. Je crois que j'ai à peine participé d'ailleurs. Mais en tout cas, moi, ce que j'en ai retenu, c'est que c'était hyper intéressant d'entendre des gens qui avaient une grosse expérience dans leurs organisations diverses. C'était aussi très chouette d'entendre que on est loin des idéaux. Ah, ils sont auto-organisés, c'est horizontal, tout est super. En fait, c'était hyper intéressant d'entendre toutes les difficultés qu'ils avaient rencontrées et puis les solutions, les pistes qu'ils proposaient pour y faire face. En général, je trouve ça assez déprimant d'entendre quelqu'un parler d'un truc comme de quelque chose d'idéal où il y a aucun problème et donc du coup on se doute qu'en fait non il y en a plein parce qu'il nous a pas dit toute la vérité. Donc là ça avait été hyper transparent, hyper lucide quoi et donc ça avait été très chouette pour ça. Oui, donc nous, quand on a repris des notes après le cercle de parole, nous nous sommes souvenus du témoignage d'une dame qui travaillait dans une structure très pyramidale, mais elle avait un directeur qui était probablement dans une posture d'apparentement. Et puis pour elle, évidemment, ça a toujours été que du bonheur que de travailler donc dans son entreprise. Il est possible que ce soit mon témoignage qui l'ait amené à s'exprimer, puisque j'avais évoqué donc l'organisation très pyramidale de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. J'avais bien sûr dit que cela fonctionnait très bien. Finalement, ça nous a permis de nous décoller de l'idée que c'était la structure qui posait problème. Cependant, ce qu'on peut lui reprocher, c'est que la hiérarchisation des fonctions, tend vers un glissement sur la hiérarchisation des personnes. Ce risque est gérable, mais faut-il déjà en avoir conscience et puis surtout la volonté. Bon, Maëlle, depuis qu'on se connaît, tu commences à bien connaître notre analyse. Et on aimerait bien savoir s'il y a quelque chose que tu trouves qui n'est pas clair ou qui t'interpelle. Bah moi peut-être pour réagir vis-à-vis de la dernière chose que vous avez dit là, vous dites on se rend compte que le problème c'est pas l'organisation pyramidale mais c'est les personnes qu'il y a au sein de cette organisation. Bah pour le coup je suis complètement d'accord mais ça me fait penser que le problème, c'est que dans une organisation pyramidale, c'est le loto. En gros, t'arrives dans un groupe qui fonctionne de manière pyramidale, t'as une chance sur 2 pour que les personnes soient dans l'apparentement et du coup ça se passe bien. Et s'ils le sont pas, c'est la misère. Et t'as peu de clés pour changer ça sans changer tout le système. Pour moi, c'est hyper important de suivre votre réflexion, comprendre comment l'ego fonctionne, etc. Mais après, comment est-ce qu'on arrive à changer la société à partir de ce constat-là? Pour moi, c'est vraiment en changeant le système en profondeur plutôt que en faisant de l'éducation. Alors, Je comprends bien l'interrogation. Il y a des gens qui nous disent parfois il faudrait que ce soit les dirigeants qui changent pour que la base change. En fait, si la base n'est pas prête, elle, à changer,
Hein, ça ne changera pas. Nous, ce que nous pensons, c'est que finalement, les politiques, eux, font en sorte que la société fonctionne quand même bon an, mal an. Mais elles s'appuient, je pense, majoritairement sur les comportements individuels des gens qu'elles dirigent. On est convaincu que dans les sphères décisionnelles, y compris au plus haut niveau, il y a des personnes qui sont connectées à leurs 4 exigences fondamentales. Et le problème, c'est qu'elles sont souvent en difficulté, elles sont minoritaires, et elles le seraient moins si elles avaient le soutien de la base. On pense que les choses peuvent vraiment changer, mais que c'est notre affaire à tous, à nous tous. Très souvent, les gens, ça leur paraît insurmontable, hein. Irréalisable et insurmontable. Alors qu'en fin de compte, ça tient à peu de choses. C'est ça, hein. Donc il faut être optimiste, hein. En plus, moi je trouve qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de gens qui prennent conscience. Il y a des changements significatifs qui se font. Enfin, nous, depuis qu'on fait ce travail-là, on voit bien. Enfin, on rencontre des gens comme toi, hein, même des très jeunes. Et puis surtout, dans les faits, on voit quand même que la société a envie de prendre beaucoup plus soin d'elle qu'elle ne le faisait. Hein, on voit ça. Il faut être optimiste. Et puis surtout, c'est la façon de tenir debout, hein, de rester en vie, hein. Pour conclure cet épisode, ce que nous voulons souligner, c'est que dès qu'il y a des prises de pouvoir abusives, ça dysfonctionne. Et ça, quelle que soit la structure de l'organisation. Pour autant, les organisations horizontales sont hyper intéressantes en tant qu'elles favorisent un fonctionnement sensé, juste, posé et empreint d'empathie pour ses membres, même ceux qui sont destinés à quitter l'organisation, comme Maëlle l'a très bien explicité. Pour vous, chers auditeurs, au cas où vous seriez en recherche d'outils pour votre organisation, il existe entre autres l'Université du Nou qui en propose. Nous vous mettons en description de l'épisode un lien vers une petite vidéo qui porte spécifiquement sur la structure des organisations. Quant à la qualité des relations, c'est à nos yeux un enjeu central. Lorsqu'elle est là, tout est plus facile. Mais quand nous sommes confrontés à des personnes qui s'autorisent à être méprisantes ou autoritaires, ça peut faire perdre la confiance en soi à des membres de l'organisation. Il y a alors un manque à gagner pour l'intelligence collective. Et pour les personnes concernées, l'enjeu est pour elles de retrouver la confiance en soi. Ce sera le thème du prochain épisode. Merci à vous pour votre écoute. Nous espérons que ce podcast vous apporte des clés pour comprendre ce qui se passe en vous et autour de vous. C'est une étape qui nous permettra ensuite d'appréhender ce qui se passe à l'échelle de la société. Merci à toi, Maëlle, d'être venu à ce 5e épisode pour relater ton expérience. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour encore, Maëlle. l'invitation. Quant à nous, nous vous disons à bientôt, au 10 juin. Paré pour la grande aventure, pour d'autres reflets de l'humanité. Loin des vents cruels, perturbant nos rêves, nous partirons troquer nos armures sans cailloux dans nos souliers. Pour continuer à danser, un vent nous guide et nous entraîne, dissipant les ombres et la noirceur du monde, pour triompher du pire, gagner le meilleur. Au jardin des espérances, nous traversons avec aisance, actionner l'aiguillage, tout remettre à la page, offrir notre plus belle fréquence sonore. Sens, justice, paix, amour. Sens, justice, paix, amour. Au jardin des espérances, nous traversons avec aisance, actionner l'aiguillage, tout remettre à la page et s'unir pour de plus belles fréquences sonores. Sens, justice, paix, amour. Sens, justice, paix, amour. Sens, justice, paix, amour.